Salut les cinéphiles, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission cinéma, 10e du nom et dernière de la saison, où on va analyser les films qui sont sortis ce mois-ci avec mes compères que voilà. Salut Patrick. Salut. Ça va? Ouais, ça va et toi? T'as une très belle casquette. Merci beaucoup. Ouais, on dirait un touriste dans un parc d'attractions, j'aime beaucoup. Ah, bah, j'aimerais bien aussi, tiens. Salut Thibaut. Salut Alex. Ça va bien? Ça va, je me sens un peu sale, mais ça va. Oui, ouais. Oh, toi, ça y est, commence déjà. On t'a pas encore donné la parole sur le film. Ouais, on n'a pas, on Je veut brûle pas les étapes, savoir ce autant pour que moi. tu en penses. Mais alors, c'est vrai que grand fan de dinosaures, apparemment. Ah, alors là, oui, la panoplie complète. La panoplie complète. Magnifique. Bon, vous le voyez à notre accoutrement, notre film du mois de juin, c'est bien évidemment la sortie phénomène de Jurassic World 3, suite et fin de la nouvelle trilogie Jurassic Park, avec le retour tant attendu à la fois des dinosaures, bien sûr, et aussi des personnages du film d'origine de 1993. Alors, ce Jurassic World Dominion, comme il l'appelle, c'est en salle depuis le 8 juin. Et puis, autre événement ce mois. On vous l'avait promis la dernière fois, lors de la dernière émission, et impossible, bien entendu, de passer à côté du carton dingue que fait ce Top Gun Maverick, qui a fait un raz-de-marée à sa sortie le 25 mai. Donc on va vous dire tout ce qu'on en pense ici. Tom Cruise reprend le rôle iconique de l'aviateur Pete Maverick dans un film qui décoiffe. Et on terminera sur une comédie française à l'humour absurde. C'est le nouveau film du cinéaste Quentin Dupieux, très apprécié mais aussi très spécial, vous le verrez. Ça s'appelle Incroyable mais vrai, avec au casting Alain Chabat, Benoît Magimel, Léa Drucker et Anaïs Demoustier. Voilà un petit peu le programme. Et on commence tout de suite avec le retour donc tant attendu de cette franchise. Jurassic Park, ce troisième volet des Jurassic World, s'intitule Dominion ou Le Monde d'après en version française. On regarde ce que ça donne en images. Je voulais montrer quelque chose qui ne soit pas une illusion. Quelque chose de réel. Quelque chose qu'ils puissent voir et toucher. La création est un acte de pure volonté. La vie trouve toujours un chemin. 4 ans après la destruction de l'île Isla Nublar, les dinosaures font désormais partie du quotidien des hommes. Alors comment est-ce que l'espèce humaine va-t-elle s'adapter à ce nouveau monde, à ce monde d'après, avec les dinosaures, ces créatures préhistoriques qui vivent avec les humains? Voilà en tout cas le pitch de ce troisième et dernier volet des Jurassic World, réalisé à nouveau par Colin Trevorrow, qui était déjà derrière la caméra sur le premier épisode sorti en 2015. Et au casting, on retrouve Chris Pratt et Bryce Dallas Howard. Mais c'est aussi le retour des personnages du casting d'origine, Jeff Goldblum, Laura Dern et Sam Neill. Alors du coup, Patrick, j'ai envie de te demander, qu'est-ce que ça vaut, ce troisième volet des Jurassic World? Bah écoute, moi je suis assez mitigé quand même. Tu disais, dans le pitch, on nous dit on va découvrir comment est le monde avec les dinosaures qui vivent parmi nous, etc. Grande promesse d'apocalypse. Grande promesse, et puis aussi de spectacles un peu différents, puis de renouveau au niveau du scénario, de la saga. Et puis en fait, ce qui est bien dommage, c'est que cette chose-là, elle est un tout petit peu abordée au départ, et très vite, on va renouveau limiter et recentrer l'action dans un centre où on recueille une espèce de sanctuaire pour les dinosaures, hyper high-tech, où ils sont dedans, et puis il y a un truc qui va mal se passer et qui va déclencher une sorte d'apocalypse à l'intérieur de ce centre-là. Donc ça fait un peu réchauffer ce que tu nous dis. C'est un petit peu dommage en fait qu'ils n'aient pas profité de cette idée de départ pour vraiment faire un truc qui se passe dans le monde entier avec des aventures qui sont un petit peu nouvelles, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Donc ça, c'est dommage. Mais le reste? Alors après, moi, je trouve qu'au niveau de la réalisation, il y a quand même des scènes d'action qui font leur effet. Ouais. Il y a une scène de poursuite au départ à Malte, à moto, avec des espèces de vélociraptors à côté, comme ça, qui est plutôt efficace. Il y a une scène d'attaque sur la glace qui est assez efficace. Et puis, il y a aussi un aspect horrifique qui fait partie de la saga, qui est assez présent, je trouve, dans cet épisode-là. Entre autres, avec des scènes d'attaque de sauterelles géantes qui m'ont personnellement assez effrayé et dégoûté. Sauterelles qui, d'ailleurs, sont un peu au centre du récit. Hein. On va en parler, je pense. Ouais. Et puis, du coup, je trouvais que ce côté horrifique créait aussi des sensations assez intéressantes. Mais voilà, ça manque un peu
d'un liant à Ouais. travers tout ça, de sortir un peu des clichés qui, malheureusement, faute d'exploitation réelle du scénario Ouais. qui est proposé dans le pitch, eh ben, n'est pas là, quoi. Bon, et ben on va voir si Thibaut est plus positif avec sa casquette et son t-shirt. Oh que non. Alors, Oh, allez. Non, je suis navré, mais bon, ça donne quoi? bah, ça donne que c'est l'incarnation de tout ce qui ne va pas en ce moment dans le divertissement grand public, où c'est censé être une conclusion ultime à une trilogie, mais finalement, dès le premier Jurassic World, on avait un blockbuster hyper cynique, en fait, qui finissait par faire exactement ce qu'il dénonçait dans son discours, c'est-à-dire qu'on refait toujours la même chose et qu'on n'invente rien derrière. Et là, on a une conclusion qui finalement est assez cohérente avec ce qu'était le tout premier Jurassic Park, qui était un film qui nous rappelait que le cinéma était une illusion. Et là, on a un film avec ce dernier Jurassic World qui arrive à nous convaincre qu'il se passe des choses à l'écran, alors en faisant tout plein de choses, en enchaînant effectivement les séquences d'action qui sont surdécoupées, où il se passe des choses à l'image, mais qui ne transmettent, pour moi en tout cas, aucune émotion, parce qu'on a toujours les mêmes personnages inintéressants au possible et dont on fait rien. Alors on les fait voyager dans le monde entier, on passe par Malte, on est dans la neige, voilà le retour des anciens du trio d'origine. Ça, c'est une cata, ça. Pendant les 20 premières minutes, ils prennent un avion, et puis un hélicoptère, et puis une voiture, et puis en fait, ils voyagent, mais il se passe rien. On pourrait avoir une ellipse directement au point de... Ça valait bien la peine de les ramener, ces personnages. Voilà. Hein. On n'en fait rien. Ils sont habillés exactement la même chose qu'il y a 30 ans. Ouais. Ils sont dans la même situation. Il ne faudrait surtout pas qu'on ait l'impression qu'il se soit passé des choses depuis le premier Jurassic Park. Et on raconte rien, en fait. Il se passe plein de choses, mais il y a aucun arc narratif, il n'y a aucune évolution, il n'y a aucun enjeu. Et finalement, on est obligé de refaire exactement. Il y avait une promesse de base, effectivement, assez intéressante, d'ouvrir le monde. Voilà, les dinosaures sont dans le monde entier. Pas tenue du tout. Ouais. Mais on la tient pas parce que dès le premier film, on nous disait quoi. que les dinosaures n'impressionnent plus personne. Et là, effectivement, on doit ramener des sauterelles pour rendre ça intéressant. Et finalement, on a un blockbuster vide où il y a des choses à l'écran, mais il n'y a rien derrière. Ouais, c'est ça. En fait, on va quand même préciser. Toi, tu adores Jurassic Park, Oui, le premier de bien Steven sûr. Spielberg. Par contre, tu n'aimes déjà pas les Jurassic World. Hein. Non, mais comme je disais, dès le premier, en fait, on refaisait Jurassic Park en disant que ça avait aucun sens, mais en le faisant quand même. Le deuxième, qui était réalisé par Juan Antonio Bayona, là, on avait quelque chose, on avait un metteur en scène vraiment qui était un peu un héritier de Spielberg, qui arrivait à nouveau à faire des choses avec ces dinosaures et à nous dire non, ils peuvent être encore impressionnants. On nous les filmait comme des monstres gothiques dans le final. Il y avait vraiment de la mise en scène. Il avait les mêmes personnages inintéressants, mais il y avait quelque chose. Là, il y a Bon, rien. c'est le pire des trois? Oui. D'accord. Ouais. Patrick, toi, par rapport aux deux premiers. Alors moi, je vais rejoindre Thibaut par rapport au scénario. Je le disais déjà avant, effectivement. Mais il est plus c'est une sévère que toi, quand même, C'est une hein. déception. Maintenant, au niveau de aucune, je le rejoins pas du tout sur le fait qu'il y ait aucune sensation ou impression. Alors c'est vrai qu'au niveau des arcs narratifs et des personnages, on s'en fout un peu. Les trucs de sensibilité, d'émotion, etc. Machin, on s'en fiche un peu. Ça, c'est évident. Maintenant, au niveau de l'impression, du côté impressionnant, effrayant de certaines scènes, je trouve qu'il y a quand même des scènes qui sont réussies. Je parlais de l'attaque des sauterelles, je parlais de la scène à Malte de course-poursuite. Mais globalement, et c'est de le moins... l'idée générale qui est mise sur les vélociraptors. Enfin, il y a un truc qui fait que je trouve que l'idée était plutôt intéressante et assez Qui te sympa. séduit quand même. Voilà, qui me séduit. Et en plus, je trouve qu'il y a pas mal de nouveaux dinosaures qui ont quand même de la gueule et puis qui sont plutôt inquiétants quand même, et qui sont assez gros, assez beaux quand même. Il y a un dinosaure avec des plumes, un moment qui est assez beau. Il y en a un autre qui a des grandes pointes sur les pattes, etc. Mais toi, c'est le moins bon des trois pour toi ou pas? Comme Thibaut? Écoute, je sais pas trop, je suis pas monstre fan de la deuxième saga du Jurassic World. Le niveau est assez bas dès le départ. Dans le précédent, il y avait une seule scène qui vraiment m'avait surpris et impressionné et touché, étonnamment, c'était la scène de destruction finale quand le dinosaure restait sur la berge de l'île. C'est assez beau. Là, je dois dire qu'il y a plus de scènes qui me font peur et m'impressionnent un peu. D'accord. Mais maintenant, le scénario reste effectivement Maintenant, un peu faible. il faut se poser la question de est-ce que ce film va marcher? Parce qu'on rappelle quand même, Jurassic World, premier du nom, sorti en 2015, c'était un des plus gros cartons planétaires de l'histoire du cinéma. Le deuxième avait extrêmement bien marché aussi. Celui-ci, c'est vrai que, alors il n'est pas encore sorti aux États-Unis à l'heure où on parle, mais les prévisions du box-office sont assez mauvaises, étant donné que les critiques sont plutôt catastrophiques, et puis ça se vérifie un peu aujourd'hui avec vous. Mais chez nous, Patrick, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre avec ce film? Ça va marcher ou pas?
On va voir un peu. Maintenant, je pense que les gens, entre les 3 Jurassic Park, les 3 Jurassic World, ils vont commencer un petit peu à en avoir marre. Surtout qu'en plus, le film passe complètement à côté de l'idée de renouveler la franchise avec un scénario original. Mais les premières séances ne marchent pas très fort, là, en Suisse. Non, c'est pas très fort pour l'instant. Alors qu'en France, ça marche plutôt bien pour le moment. On va voir si ça se tient dans le temps. Mais c'est vrai que, précisons quand même, on l'a vu ensemble à Lausanne, le soir de sortie. On était 5 dans la salle. On était 5 dans la salle, avec en plus quelqu'un qui est sorti en nous disant « Mais c'était une catastrophe, ce film. » Voilà, dédicace à ce monsieur qu'on ne connaît pas. Mais voilà. Bon, pour résumer votre avis, Patrick, on va le voir ou pas, ce film? Moi, j'ai vu beaucoup de choses bien pires au cinéma ces derniers mois. Donc voilà, je ne vais pas le déconseiller complètement. D'accord. Donc on va quand même se faire une idée. Le spectacle est quand même là. D'accord. Thibaut, on y va ou pas? Moi, j'ai vu beaucoup de choses bien meilleures au cinéma. Oui, mais je suis d'accord. Je pense qu'il y a d'autres priorités. Il y a d'autres priorités. Donc on n'y va pas. On va pas voir Jurassic World Dominion pour Thibaut et on va se faire son avis pour Patrick. Bon. Merci les gars, on passe maintenant à l'immense succès de ce printemps. Près de 400 millions de dollars de recettes dans le monde en 2 semaines. Meilleur démarrage de la carrière de Tom Cruise aux États-Unis. Meilleur démarrage de l'année en France. Et en passe de devenir l'un des plus gros succès, si ce n'est le plus gros en Suisse cette année. C'est bien sûr Top Gun Maverick. Bande annonce. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, c'est votre commandant de bord. Et c'est reparti. On y va dans 3, 2, 1. On va devoir se battre, comme aucun pilote ne l'a fait avant nous. Même pas lui. Là-haut, tu penses, t'es mort. Fais-moi confiance. Mon père avait confiance en vous. Je ferai pas la même erreur. Voilà ce Top Gun Maverick qui a été notamment présenté au Festival de Cannes avec Tom Cruise sur le tapis rouge et puis les avions de l'aviation française qui étaient aussi là. Alors, 36 ans après le film culte sorti en 1986 et signé Tony Scott qui a littéralement fait décoller la carrière de Tom Cruise, l'acteur américain revient donc incarner l'aviateur Pete Maverick dans cette suite qui le place désormais en tant qu'instructeur d'une nouvelle team de pilotes guerriers qui doivent partir en mission très spéciale avec notamment au casting Miles Teller, Monica Barbaro, John Hamm, mais aussi Jennifer Connelly et Val Kilmer qui jouaient un rôle important dans le film original et qui, dans cette suite, eh bien, on lui rend un hommage assez touchant en le faisant jouer alors que l'acteur souffre d'une maladie de la gorge, l'empêchant aujourd'hui de parler et donc de continuer à jouer dans des films. Et dans les coulisses, on retrouve le fameux producteur Jerry Bruckheimer, que les grands amis de Tom Cruise, à savoir eh bien, Christopher McQuarrie, je vais y arriver, à la production et au scénario. C'était avec lui qu'il avait tourné les derniers Missions Impossibles notamment. Et puis derrière la caméra, c'est Joseph Kosinski avec qui Tom Cruise avait tourné dans le film de science-fiction Oblivion et qu'on connaît aussi pour avoir réalisé Tron, l'héritage il y a 10 ans. Voilà un petit peu pour ce résumé assez dense de ce Top Gun Maverick, tout aussi dense que cette suite hyper attendue. Alors ça vaut quoi, Thibaut ? Alors écoute, pardon, je vais y arriver. Ça vaut que ça arrive à faire apprécier Top Gun à quelqu'un qui n'est pas forcément intéressé par ça au départ. Moi, comme toi, quoi. Voilà, moi je suis un gros fan de Tom Cruise parce que je trouve qu'au-delà du connard de scientologue auquel on le réduit souvent, il y a quelqu'un qui a une vraie exigence de cinéma et une vraie passion pour son art et qui sait faire des vrais grands divertissements bien faits, contrairement au film dont on vient de parler avant. Par contre, Top Gun, j'ai jamais compris le culte qu'il y avait autour de ça. Moi, ça m'a jamais intéressé. Ça reste quand même un film, rappelons-le, qui est parti d'un article de journal qu'a lu Don Simpson, le producteur, et s'est dit tiens, des pilotes, ça ferait un super bon film. Et puis on avait un produit qui était une grosse pub pour l'armée de l'air américaine. C'est vrai. Et avec des jolis filtres par Tony Scott. Ouais. Quoi. Mais pourtant, encore vraiment film très très culte pour toute une génération et qui le démontre avec le succès de cette suite. Mm-hmm. Et là, en fait, donc moi, j'avais aucune attente pour ce Top Gun Maverick, mais là, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on a à nouveau affaire à ce qu'on appelle maintenant les legacy sequels, c'est-à-dire des films où on refait le film original, mais en faisant la suite en même temps, en reprenant les anciens personnages, donc là Tom Cruise, mais avec des nouveaux petits jeunes à qui il va un peu apprendre les choses. Et c'est exactement les mêmes enjeux que dans le premier film, c'est la même structure d'entraînement avec les mêmes scènes. On refait une scène de jeu sur la plage où la Foussi joue. À ce titre-là, c'est presque du copier-coller. Ouais, bien sûr. Le décor, le bar, mais dès le générique d'ouverture,
l'ouverture, c'est exactement la même chose. C'est les mêmes rivalités entre les pilotes. Là, la chose intéressante, c'est qu'il y a cet enjeu dramatique en plus parce que Tom Cruise va entraîner le fils de son ancien collègue qui meurt dans le film. Voilà. Le pauvre Goose. Voilà, le fils qui s'appelle Rooster. Oui, d'ailleurs. Et donc, il y a un enjeu supplémentaire avec la culpabilité du personnage, puisque c'était de sa faute que son collègue était mort. Enfin, là, il y a un petit truc en plus. Mais sinon, c'est les mêmes enjeux, pas très intéressants. Bon, l'intérêt, c'est les scènes d'action. Bah, c'est ça. En fait, moi, je trouve que les scènes d'action du premier Top Gun n'étaient pas non plus formidables, alors qu'on a Tony Scott derrière la caméra, mais il a fait bien mieux après. Là, Joseph Kosinski arrive à apporter plus d'ampleur. Les scènes de vol sont quand même plus impressionnantes, ne serait-ce que les plans dans le cockpit, où là, il utilise le grand angle et on voit le décor qui bascule derrière les personnages. Ils ont suivi tout un entraînement aussi pour renforcer un peu la crédibilité de tout ça. Et on sent aussi l'influence Mission Impossible dans la mission, donc la façon dont on présente les objectifs et dont la mission se déroule. Donc il y a du vrai grand spectacle, en tout cas dans la dernière partie. Et on a un film quand même un peu mieux tenu, un peu mieux intéressant, avec quand même des enjeux qui restent assez basiques et les mêmes que dans l'original. Donc globalement positif, je te sens, Thibaut. Est-ce que Patrick est du même avis? Oui, plus ou moins, oui, quand même. C'est-à-dire que, effectivement, je trouve que toute la partie centrale n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. On retrouve, en fait, les mêmes éléments, comme tu disais, Thibaut, mais ils ont quand même une tonalité qui est très différente. Et on nous la joue un peu à l'envers, parce que tout le début, c'est exactement le même générique, les mêmes plans, quasiment que dans le premier, avec la même musique. Ouais. Donc on se dit, OK, on va repartir pour un truc quand même finalement assez léger. Avec un film des années 80, on vous donne un voilà, film des années avec 80. Un côté jukebox, parce que le premier, il y avait vraiment ce côté vraiment vidéoclip non-stop avec la musique tout le long. Et là, on reprend les mêmes chansons en plus. On reprend le début, en tout cas, la même chanson, mais après, c'est tout. C'est-à-dire qu'après, il va quasiment plus y avoir de chansons pendant tout le film. C'est-à-dire que tout le centre, la tonalité, elle est très différente. C'est-à-dire que les choses deviennent plus psychologiques. Un peu, il y a des traumas tout d'un coup qui sont présents. Peut-être que Tom Cruise est un peu plus âgé. Il a aussi des responsabilités dans ce film qu'il n'a pas. Que son personnage n'a pas dans le film original. Mais ça te plaît, ça, justement? Alors non, moi, je m'ennuie un peu sur la partie centrale du film. C'est-à-dire que je trouve que tout d'un coup, voilà, c'est un peu longuet, etc. Par contre, je suis très impressionné par les deux scènes d'ouverture avec un vol très, très rapide, ça, plus vite que le son, enfin, je ne sais plus, la lumière, enfin, bref, voilà. et la scène finale, qui est la mission. Et je trouve qu'elles sont vraiment très impressionnantes. Mais au niveau de la tonalité et de ce qui se déroule dans le scénario, on est presque plus dans un scénario de Mission Impossible, où en fait l'enjeu, en dehors des enjeux relationnels, ça va être de mettre sur pied une mission, puis comment la faire, parce que c'est une mission impossible. Et du coup, comment on va y arriver? Donc on est plus dans cet univers-là que finalement le premier, c'est un film d'action romantique, on va dire ça. Donc c'est quand même un peu différent. Et puis sur le milieu, je m'ennuie un petit peu. Thibaut, comment analyser ce phénomène finalement? Toi qui es assez peu sensible, tu nous as dit au Top Gun d'origine, comment expliquer que ça cartonne aujourd'hui ce film-là? Parce que, tu l'as dit au début, il reste quand même le culte autour de l'original. Donc moi, j'y suis pas sensible, mais ça touchait quand même plein de gens. Et du coup, j'imagine que ça a pu attirer les spectateurs. Et puis, même au sein de la critique, ça s'extasie pas mal. Ah oui, la critique est très positive globalement. En présentant ça comme un modèle de blockbuster. Alors, effectivement, c'est un film qui a une histoire à raconter, qui la raconte bien, qui propose du grand spectacle, bien filmé, tout ce qu'on veut. Pour moi, c'est vraiment ce que serait censé être la base du divertissement tout public. On parlait des Missions Impossibles, ça n'atteint pas la qualité des Missions Impossibles, mais on a un bon produit. C'est vrai qu'on a cette maturité aussi dans le film qui peut plaire à la presse, effectivement, et aux spectateurs, parce que tout d'un coup, il y a une profondeur qui est là, et puis qui donne quelque chose qui fait un peu sérieux, comme ça. Après, moi, ça me manque, le côté fun me manque un petit peu dans le film. D'accord. Voilà. Bon, je vais quand même vous demander, même si les gens sont déjà allés le voir en salle, mais visiblement, mais quand même, ce Top Gun Maverick, on y va ou pas? Oui, on va au début, on sort un moment, puis on vient voir la fin. Non, je plaisante. Non, on peut y aller. On reste tout le long. Est-ce qu'on décolle sur son siège, Thibaut? Ah oui, quand on est à côté des Jurassic World, justement, autant aller voir ça. Autant aller voir Top Gun Maverick, vous l'aurez compris. Merci. On passe donc au troisième film de notre débat du mois. On passe à cette comédie loufoque et absurde attendue en salle le 15 juin. Et vous n'allez pas nous croire. Mais alors vraiment, quand je vais vous le dire, vous n'en croirez pas vos yeux. Vraiment, je vous promets, la révélation va vraiment vous surprendre. On y va? Ouais. Allez, c'est parti. J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est à mon sens le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie.
Quand on descend dans ce conduit... C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner? Laisse-le parler, tais-toi. Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose. Bah, dites-nous quoi, merde. Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité. Non mais c'est juste dingue. Et alors, c'est pas tout. Voilà, il se marre déjà sur le plateau, Patrick et Thibaut. Incroyable mais vrai, ça s'appelle donc avec Alain Chabat, Benoît Magimel, Anaïs Demoustier et Léa Drucker. Alors comment résumer ce pitch? On va dire qu'un couple achète une maison qui contient une trappe très spéciale qui va changer leur vie. C'est tout, on n'en dit pas plus, comme dans la bande-annonce. Alors c'est un peu tiré par les cheveux, hein, comme tout ce que fait le cinéaste ultra prolifique Quentin Dupieux, que l'on connaît pour notamment Rubber, Le Pneu Tueur, souvenez-vous, ou bien Steak avec Eric et Ramsey, Au Poste, Réalité, Le Dain ou plus récemment Mandibule. Du coup, qu'est-ce que ça vaut, Patrick? T'as été sensible à cet humour absurde de Dupieux, toi? Cette fois, oui, parce que Dupieux, c'est pas tout le temps. Ça dépend. Je trouvais que dans Mandibule, c'était un peu pénible. Je trouve que c'est un Dupieux qui est clair et apaisé. C'est-à-dire, il y a quelque chose de très, finalement, assez simple dans le concept qui est mis en place. Et puis, il y a une façon de jouer avec le concept où il est très à l'aise dans la façon il joue avec le spectateur. C'est-à-dire qu'il va jouer sur des idées de temporalité. Par exemple, dans le dialogue qu'on vient de voir, où on dit « on va vous expliquer quelque chose », mais on finit jamais par révéler la chose. Ça, il y a beaucoup dans le film. Donc, il crée du suspense comme ça dans les dialogues de manière tout à fait savoureuse. Et puis, il y a aussi, finalement, c'est un film qui a pas mal de réflexions sur l'orgueil, sur la vanité, sur le matérialisme, sur des choses comme ça, et qui va se terminer finalement sur une note qui est une note calme, apaisé, tranquille et très simple. Et moi, j'ai beaucoup apprécié tous ces côtés-là dans le film. Je trouve que c'est personnellement un de mes préférés de Dupieux avec Rubber, franchement. Et voilà, donc c'est un film que j'aime beaucoup. Et super casting aussi. Super casting qui en plus sont vraiment excellents parce qu'on sent que les acteurs s'amusent comme des fous dans ces scènes avec ces dialogues qui sont vraiment savoureux. Puis encore une fois, cette façon de jouer avec le spectateur où on a le concept qui nous révèle des choses et on se dit « ouais, mais alors comment ça marche le truc, machin, etc. » Et 2 secondes après, Dupieux nous donne une petite réponse, quoi. Et il va jouer, c'est très, très intelligemment fait et il sait vraiment bien s'amuser avec le spectateur. Et en très peu de temps aussi, film très court, comme tous les films de Quentin Dupieux, il dure à peine 1h15. Et là, honnêtement, on prendrait bien un peu plus long, quoi. Ah, je suis assez d'accord. C'est peut-être les réserves que j'aurais sur le film. Thibaut, qu'est-ce que t'en penses? T'es d'accord avec Patrick? Ouais, moi je trouve qu'au contraire, c'est la grande qualité de Dupieux, c'est que c'est à chaque fois des films très courts. Enfin, on a un concept souvent absurde, étiré sur 1h15, 1h10, et ça suffit. Et c'est léger, et ça passe. Alors moi, comme toi, Patrick, moi c'est pas tous les Dupieux. Mandibule, j'avais trouvé ça effectivement aussi un peu pénible, mais j'étais très curieux de voir celui-ci parce que pour moi, son meilleur film, ça reste Réalité avec déjà Alain Chabat. Ouais. Alain Chabat, il fit bien à l'univers de Dupieux. Et puis dans Réalité, je trouve que son goût pour l'absurde, il le poussait plus loin il atteignait une autre dimension vraiment avec ça. Il arrivait vraiment à en faire quelque chose de plus que ces autres films qui sont peut-être des plus petits films. Et donc voilà, j'étais curieux de le voir retrouver Chabat je suis aussi assez séduit par cette proposition où voilà, la bande-annonce vend très bien le concept, où on va vraiment le vrai concept, la vraie réponse derrière toutes ces explications est assez vite révélée dans le film, mais il va vraiment jouer tout du long avec cette écriture justement où on va c'est que des dialogues comme ça où on va annoncer quelque chose. Il pourrait avoir un peu plus de rebondissement. Moi, j'étais un tout petit peu sur ma faim à la fin. Non, mais ça suffit parce qu'il y a cette ligne narrative-là. Et ce qu'on ne voit pas dans la promo, c'est tout ce qui concerne le deuxième duo d'acteurs que sont Benoît Magimel et Anaïs Demoustier, qui sont excellents, qui jouent basiquement un couple de beaufs qui a lui aussi un secret assez absurde. Et là aussi, toute la scène de repas entre les quatre où Demoustier et Magimel vont annoncer quelque chose d'assez hilarant. Et c'est vraiment drôle, quoi. Enfin, je trouve que la mécanique marche vraiment bien. Et puis c'est vrai que malgré le fait que ça soit court, il y a du contenu. C'est-à-dire le film, il n'est pas qu'absurde. Je trouve qu'il y a vraiment des réflexions intéressantes sur notre société, sur le monde, sur les relations entre les gens, qui sont très lisibles. Donc c'est très très cool. Incroyable mais vrai de Quentin Dupieux qui est attendu en salle le 15 juin. On va le voir ou pas? Il faut incroyablement y aller. Incroyablement y aller, Thibaut. Oui, non, mais si vous voulez vous marrer puis voir un truc très frais pendant 1h15, faut y aller. Et ben voilà, donc vous aurez compris. On va voir ou pas Jurassic World, on va voir Top Gun et on va voir donc Incroyable mais vrai. Voilà pour le débat de ce mois-ci. Et puis on passe tout de suite à l'agenda des événements cinéma donc de l'été, Patrick, dans le district
Paris et dans la région de la Côte. Alors, on commence très rapidement avec cette avant-première d'une comédie française, là aussi, par Jérôme Commandeur. Ça s'appelle Irréductible. Et puis, il y a une avant-première à Nyon. Oui, au Cinéma Capitole, ça sera le mardi 28 juin à 20h30. C'est une comédie qui est vraiment très drôle, divertissante, qui va nous faire voyager, puis qui, à mon avis, peut devenir un assez gros succès du cinéma français. On va en parler dans peu de temps. Tu vas en reparler peut-être après. Et puis alors, très important, dans l'été, c'est bien entendu le retour des cinémas open air. Oui, il y en a 3 principaux sur la côte. Harold, ça sera du 22 juillet au 21 août. C'est plutôt une programmation de reprise de gros succès, de classiques du cinéma. Les projections sont gratuites et elles ont lieu sur la place du Château Harold. Ensuite, on a à Gland, c'est du 16 au 20 août. Là aussi, les projections sont offertes à la population. Il y a aussi des concerts avant les films, ce qui est plutôt sympa, qui sont offerts aussi. Il y a pas mal de food trucks, il y a de quoi se restaurer. C'est assez convivial. Là, c'est des projections de films anciens et récents, un petit peu, mais des films plutôt agréables. Et puis, j'aurai le plaisir de vous présenter les films tous les soirs en live à Gland. Allez voir Patrick. Ça, il faut venir. Et puis, à Morges, du 19 juillet au 4 septembre, là, c'est le plus long open air sur la côte, dans la cour du château à Morges. C'est plutôt des projections de films récents qui sont sortis dans les derniers mois, voire des avant-premières. Et il y a souvent des projections qui ont lieu en présence de réalisateurs ou de spécialistes sur le thème du film. Bon, on aime ça, les open air l'été. C'est vrai qu'on se réjouit voir les films. Bah oui, ça donne envie. Ça a toujours plus de saveur. Effectivement, merci Patrick pour cet agenda. Et puis, on passe tout de suite à vos coups de cœur de fin d'émission. Alors Thibaut, toi, tu nous conseilles, alors si on n'a pas très envie d'aller au cinéma ce mois-ci, malgré tout, il y a quand même des bons films à voir, mais on peut rester chez soi et puis profiter de Tom Cruise avec ce film, Jack Reacher. C'est pour ça que tu l'as choisi. C'est parce que la thématique Tom Cruise aujourd'hui. La thématique Tom Cruise est Christopher McQuarrie, puisque en fait c'est leur première vraie collaboration ensemble. Christopher McQuarrie écrit et réalise le film, et c'est la première fois qu'il tourne vraiment avec Tom Cruise. Et depuis, c'est devenu un peu son homme de confiance à Tom Cruise, puisqu'il participe au scénario de la plupart de ses projets et il gère, tu l'as dit maintenant, la saga Mission Impossible. Et avec ce Jack Reacher, ils adaptent ensemble une série de romans policiers qui raconte justement les enquêtes de Jack Reacher, qui est un ancien militaire reconverti en détective un petit peu. Et il signe un polar à l'ancienne, avec un scénario assez carré, un vrai sens du twist, de la punchline bien sentie aussi, une belle mise en scène aussi, parce que McQuarrie, sans être non plus Spielberg, a vraiment le sens de l'image et de la narration par l'image. Ouais. Et on a un vrai bon divertissement, bien écrit, bien mise en scène, et ça, voilà, si on veut voir à quoi ça ressemble justement un vrai divertissement grand public exigeant et bien mis en boîte. C'est un film sorti en quelle année déjà? Tu te souviens? C'est une très bonne question. Voilà, je l'ai pas dans mes fiches, j'ai mal bossé moi aussi. 2010, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est donc disponible pour ceux qui nous regardaient. Eh bien, c'est disponible en DVD, Blu-ray et puis en VOD. Bien entendu, tu aimes bien toi le film? Oui, beaucoup. Il y a un côté film noir et film d'action qui se mélangent très très bien. Et puis c'est très efficace. Moi, j'ai toujours pas vu, moi. Faut que je le rattrape, alors. Tu vois, par contre, on préviendra juste qu'il faut s'arrêter au premier. Le deuxième... c'est ça, ça aurait dû être une nouvelle grande franchise pour Tom Cruise à la Mission Impossible, mais malheureusement, ça a été tué dans l'œuf dès le deuxième. D'accord. Le premier, excellentissime. Bon, et puis ton coup de cœur, Patrick, du coup, tu nous as fait un peu de teasing avant dans l'agenda. C'est justement cette comédie française Irréductible de Jérôme Commandeur, alors qui est attendue le 29 juin au cinéma. Alors, c'est vrai que je m'attendais pas à ce que tu choisisses ça. C'est vrai, moi non plus, je m'attendais pas à choisir une comédie française comme ça et tout. Et en fait, ça m'a beaucoup fait rire. L'histoire, en fait, c'est d'un gars qui travaille à l'administration française. Et puis à un moment, il y a une restructuration de toute l'administration et ils encouragent les employés à partir parce qu'on ne peut pas licencier des gens qui bossent à l'administration française comme ça. C'est très compliqué. Et on les encourage à partir. Mais lui ne veut pas partir parce qu'il y a le statut de travailleur comme ça pour l'administration française qui lui apporte beaucoup et il veut rester. Donc ses chefs vont commencer à le muter dans des endroits totalement improbables et pénibles pour l'encourager à partir et puis gonfle chaque fois le chèque de départ. Enfin, il y a un truc comme ça. Il va commencer à aller au pôle Nord pour défendre en fait les chercheurs qui sont attaqués par des ours blancs. Et bref, il y a un côté complètement absurde, etc. Oui, il y a Jérôme Commandeur, il y a Laetitia Deutsch, il y a Christian Clavier et il y a des caméos de Valérie Lemercier qui fait un petit caméo assez sympa et Gérard Depardieu qui fait un moment... Depardieu aussi? Oui, qui fait un moment hyper émouvant. Une espèce de réflexion sur le rôle
du cinéma, sur l'importance de la beauté de la vie, ce genre de truc qui est vraiment assez touché. Et le film est vraiment super drôle, plein de gags vraiment à la suite comme ça. Il y a juste après la réalisation, c'est une comédie française basique. Il y a quelque chose un petit peu au niveau des cadrages et des changements de plan qui sont assez sympas. Mais voilà, ça reste basique, mais vraiment. Une belle sortie pour l'été, ça donne envie, Thibaut. Jérôme Commandeur, on aime bien. Ouais, non, moi je suis assez client, donc là ça fait envie, effectivement. Bon, bah, très bien. C'est amusant. Et ben voilà, tous les films qu'on peut vous conseiller pour cet été. Il y a encore plein d'autres films. D'ailleurs, un petit conseil, cet été, vous attendez quoi? T'attends quoi, Patrick, cet été, toi, au cinéma? Je te prends à froid comme ça. Thor? Non. Oui, peut-être un petit peu. Parce que le précédent du même réalisateur, Thor Ragnarok, m'avait plutôt amusé. J'avais plutôt bien aimé ça. Ouais, Et Thibaut, toi, tu as une attente particulière pour cet été? Honnêtement, tu me prends un peu par surprise. Je ne sais plus ce qui sort. Mais si, le thriller asiatique de Park Chan-wook. Ah bah oui, alors évidemment. Alors moi aussi, ça plutôt. Decision to Live, effectivement. Decision to Live, le 6 juillet au cinéma. On se réjouit, on l'a pas vu encore, mais on se réjouit de le voir. Il y a un Ozon aussi, Peter von Kant, à voir ce que ça donne. D'accord. Voilà. On verra bien. On verra bien le nouveau George Miller, voilà. Ah oui, George Miller, mais bien sûr. Ah, ça. On les arrête plus, mais cinéphiles passionnés. En tout cas, Thibaut, Patrick, merci beaucoup à la fois pour cette émission. Et puis, je vous remercie aussi pour toutes ces émissions tout au long de l'année. C'était la 10e et donc dernière de la saison. Je me réjouis de passer un été de festival et de cinéma avec vous, messieurs. Et puis, bien sûr, on se retrouve en septembre sur Nyon Région Télévision. Tous les premiers vendredis du mois pour l'émission cinéma où on décortique, on analyse les films qui sortent en salle et sur les plateformes. Merci les gars. Bel été. Merci. Bel été. Merci à vous de nous avoir suivis dans l'émission cinéma. On vous dit à bientôt. Bel été, bon film. Ciao.